Place à notre invité au cœur de l'info. Nous prenons le temps ce soir, alors que vient de s'élancer le Tour de France, 112e édition, de comprendre pourquoi ce rendez-vous suscite toujours un tel engouement, en France et au-delà d'ailleurs. Philippe Bouvet a couvert 35 Tours de France pour le journal L'Équipe. On peut même dire qu'il est tombé dedans quand il était petit, puisque son père, Albert, coureur et organisateur, a laissé son empreinte sur la grande boucle et pas seulement sur le Paris-Roubaix, essentiellement. Bonsoir Philippe Bouvet. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors vous co-signez ce livre Tour de France, des histoires incroyables. C'est aux éditions Petit à Petit. Vous avez 1000 anecdotes à nous raconter. Nous allons tâcher de le faire tenir tout cela en 20 minutes. Est-ce que vous pourriez tout d'abord nous expliquer ce succès du Tour de France? C'est le feuilleton de l'été qui commence. Au-delà d'être la plus grande course du monde, très clairement, le Tour de France, c'est beaucoup plus qu'une course cycliste. Autrement, il ne susciterait pas un tel engouement s'il s'adressait uniquement aux passionnés de courses de vélo. Ce sont les vacances, c'est l'été. Ce sont les vacances. Il y a beaucoup d'ingrédients de ce succès. C'est effectivement l'été, c'est les vacances, c'est gratuit. C'est l'événement mondial qui vient dans votre village ou devant le pas de votre porte. Et puis, je crois beaucoup d'entre nous ont un lien intime avec le Tour. Ça peut remonter souvent à l'enfance. Il y a des mamies qui regardent le Tour de France et connaissent ou ne reconnaissent pas les coureurs. Peu importe, mais dans le Tour, il y a aussi la France. C'est ce décor magnifique. Alors, l'événement sportif doit constituer le corps principal de l'événement. Mais il y a tout ce décor formidable. Il n'y a aucun sport qui peut s'offrir un stade de grandeur nature de pareil. Et grâce à la technologie, effectivement, il est magnifié. On a des plans magnifiques à présent quand on regarde le Tour de France. Chaque étape, il y en a 21, est une fête. C'est ce qui frappe quand on suit le Tour de France, c'est la joie qu'il propage sur son passage. Passage qui est très fugitif. Souvent, on entend par la vitre ouverte « Ah, c'est déjà fini !» Mais ils vont vite, 50 km/h. Oui, ça peut être en 30 secondes, mais il y a toute la caravane publicitaire en amont, il y a toute une ambiance. Le Tour, c'est une fête populaire. Certains mettront peut-être un aspect péjoratif là-dessus, mais c'est grand public. C'est souvent un événement familial. On voit les saucisses qui grillent sur le bord de la route. Pour ne pas dire populaire, effectivement, il y a les caravanes publicitaires qui sont là aussi pour occuper le terrain. Elles sont essentielles. Elles ont toujours existé, ces caravanes publicitaires? Non, ça a été justement une des étapes majeures, peut-être, de l'évolution du Tour, à tel point que un spectateur sur deux déclare qu'il vient pour la caravane publicitaire voir le Tour. C'est une animation en amont, ça prolonge le spectacle, ça met en appétit. Alors, on le voit là, il y a des marques qui s'affichent parce qu'évidemment elles sont là pour promouvoir leur marque. Ça ajoute au côté surréaliste du Tour. Ça, voilà. Avec une sorte d'excitation même de la part des adultes pour récupérer un trésor de pacotille. C'est pas la valeur de l'objet, c'est le fait de le récupérer. C'est un peu Noël en juillet. Il faut du spectacle. Il y a eu ce sens du spectacle tout au long de ces années. Il y a aussi des personnalités qui sont devenues célèbres grâce à ce Tour. Je pense à Yvette Horner, qui est devenue l'accordéoniste très célèbre grâce à sa présence incroyable tout au long de ces années. Bien sûr, des vedettes sont venues s'agréger sur le Tour de France, notamment dans les années 50-60, qui peuvent être considérés comme un âge d'or. Il y avait un grand spectacle du Tour le soir dans les villes-étapes. Et oui, ça prolongeait la fête dans la ville-étape. D'autant plus avec le 14 juillet qui était pas loin. Il y a une étape importante aussi qui est 1930, quand le Tour se défait de l'industrie du cycle. Donc on le rappelle, le Tour a été créé en 1903. C'est ça, voilà. Et donc il y a eu un business évidemment qui s'est mis en place très rapidement et qui a failli faire capoter toute cette belle ambiance et belle énergie. Disons qu'au début du XXe siècle, l'industrie du cycle était très prospère puisque les gens se déplaçaient à bicyclette, mais les constructeurs de cycles avaient pris une importance, avaient un peu la main mise sur la course, et ça a fâché l'organisateur Henri Desgranges qui a dit on ne peut pas continuer comme ça. Alors qui est lui-même un ancien coureur et patron de presse. Voilà, c'est la presse qui a inventé le Tour de France, qui a créé l'événement, qui avait besoin pour vendre du papier de créer l'événement, et qui a mis fin à la mainmise des constructeurs
en ouvrant l'épreuve pendant plusieurs années aux équipes nationales et qui ont été financées justement par la création de la caravane publicitaire. Et ça a été vraiment une étape très importante pour la popularité du Tour. C'est intéressant, vous parlez de ces équipes nationales qui ont complètement disparu, puisque à présent ce sont des équipes de marque. Voilà, c'est un paradoxe parce que au moment des équipes nationales, il y avait peut-être 4 ou 5 nations qui pratiquaient le cyclisme. Aujourd'hui, le cyclisme a réussi sa mondialisation. Bon, les enjeux commerciaux, les enjeux de sponsoring sont tels que le modèle des équipes nationales est peut-être une utopie, mais après tout, est-ce que le Tour n'était pas lui-même dès l'origine une utopie ? Mais c'est vrai que qu'est-ce qui a changé entre les équipes nationales et les équipes de marque? Il y a peut-être une compétition qui s'est transformée. On aurait pu retrouver un esprit Jeux Olympiques si on avait conservé les équipes nationales, par exemple. Oui, tout à fait. Les équipes nationales ont vraiment amené l'engouement du public. Et puis il y a un autre événement majeur dans l'évolution du Tour de France, c'est la création du maillot jaune. Ouais. Il n'y avait pas de maillot jaune pour distinguer le leader de la course à l'origine. Il n'est apparu qu'au lendemain de la Première Guerre mondiale en 1919. C'est l'habit de lumière, c'était une idée lumineuse. Voilà. Et maintenant, le maillot jaune est symbole universel en fait de la notion de leader. Ce qu'il faut avec le maillot jaune, c'est qu'en fait on peut être mis en lumière pendant seulement quelques minutes. Voilà, on a une gloire, on accède à la gloire pendant quelques instants. Ce qui est assez magique avec le maillot jaune, c'est que bien sûr il colle à la peau des plus grands champions, Eddy Merckx, Bernard Hinault, tous les grands champions, mais il peut mettre en lumière des coureurs obscurs du peloton, parce que le peloton est une société, il y a les domestiques presque entre guillemets, mais qui peuvent par les circonstances de course aussi, parce qu'ils savent saisir leur chance, provoquer le destin, se mettre en lumière, avoir leur place, prendre leur place au soleil. Ça change souvent la carrière d'un coureur, parfois sa vie. D'autant plus qu'aujourd'hui, les enjeux médiatiques, financiers sont très importants. On va y revenir, mais sur ce début du Tour, il a failli disparaître aussi rapidement qu'il a été créé, en somme, victime de son succès. Il a été très vite mis en danger par son propre succès, au point que Henri Desgranges, dès la deuxième édition en 1904, écrit dans le journal Lotto, le Tour va mourir de son succès, parce que des supporters un peu trop zélés avaient semé des clous sur la route pour favoriser le champion. Les premières irrégularités du Tour. Voilà. Il y avait des coups de gourdin aussi, je crois. C'est ça, il y a eu des embuscades, d'autant qu'une partie de l'épreuve se disputait la nuit et qu'il n'y avait pas toute la cohorte des voitures suiveuses qui accompagnent la course aujourd'hui. Et qui vérifiait ce qui se déroulait. C'est vrai que c'est un tour de longue haleine. La montagne est absolument essentielle dans la construction du Tour. Oui, avec la montagne, la haute montagne apparue en 1910 pour les Pyrénées, l'année suivante pour les grands cols alpesques, Galibier, etc. Le Tour a pris sa vraie dimension, son décor. C'est toujours émouvant de voir... Qu'est-ce qui s'y passe dans la montagne ? De voir comme la nature renvoie le champion ou le coureur à sa condition, et parfois à la condition d'un Lilliputien quand même. Donc... Et de ce point de vue-là, ça a beaucoup changé, parce que peut-être que les coureurs d'aujourd'hui ne seraient pas capables de faire ce qui était accompli par les coureurs d'hier. Évidemment, l'état des routes a changé, celui du matériel aussi. Mais la montagne a toujours le même rôle prédominant. D'autant plus que la météo change énormément aussi. Voilà. Et puis il y a ces paysages extraordinaires quand on les filme. Quand on est dans son salon, vous parliez tout à l'heure du patrimoine, on découvre plein de petits coins de France. C'est aussi peut-être la raison pour laquelle ce tour plaît énormément au-delà des frontières. Il offre une grande liberté en fait. Il peut se balader partout dans l'Hexagone. C'est un formidable ambassadeur de la France. C'est une certaine image de la France qui part. Et c'est en même temps, le Tour est un formidable produit à l'exportation. D'abord pour son savoir-faire, l'organisation distille son savoir-faire à travers d'autres épreuves sur d'autres continents. Et puis
cette ambiance du Tour de France n'a pas d'égal. Il y a le Tour d'Italie, il y a le Tour d'Espagne, il y a des épreuves à travers le monde, mais l'ambiance du Tour de France n'a pas d'égal. Par exemple, on a rêvé de départ de New York, du Japon, etc. À la limite, à l'extrême limite, ce serait peut-être possible de faire franchir ce pas des fuseaux horaires au peloton, mais ce que les Japonais voudraient, c'est toute l'ambiance du Tour, la caravane compris, cet engouement, cette ambiance du bord de la route. Et pourtant, il y a eu des départs dans 9 pays limitrophes de la France. D'ailleurs, vous avez cité l'Espagne et l'Italie. Si, il y a eu un départ d'Espagne, il y a eu des départs d'Espagne, mais oui, pas d'Italie. Si, l'année dernière, pour la première fois. Alors, l'Italie a attendu plus longtemps que les autres. Ça s'explique facilement parce qu'ils ont un grand tour national, le Tour d'Italie. Donc, ils ont moins besoin que les Pays-Bas, par exemple, d'avoir le grand événement cycliste chez eux. Mais le succès du Tour, quand il part de l'étranger ou quand il passe simplement à l'étranger, c'est colossal. J'ai en mémoire le grand départ de Londres en 2007, celui au Yorkshire en 2014. D'autres encore, c'est un succès absolument phénoménal. Grâce à votre livre, je me suis plongée dans les archives. Vous citez notamment, on peut parler de solidarité aussi, quand un tour part d'un pays, je pense aux Pays-Bas, en 1953. Racontez-nous cela. Il y a eu ce raz-de-marée assez impressionnant. En 1954, le premier... Alors, le raz-de-marée était en 1953, effectivement. Donc, voilà. Pour le Tour 54, le départ pour la première fois de l'étranger, d'Amsterdam en l'occurrence, après que les digues des polders aient sauté et pour... redynamiser le pays, rendre le moral aux populations éprouvées. Le Tour est donc parti des Pays-Bas. Il y a aussi une autre image, c'est vrai que je ne l'ai pas choisie, j'aurais dû la mettre aussi, au pied du mur de Berlin en 87. Oui, absolument. C'était le tour le plus long de l'histoire, presque plus de 3 semaines et demie, 2 ans avant la chute de ce mur. C'était au début justement du phénomène de mondialisation du cyclisme. Il y avait du cyclisme à l'Est, dans le bloc de l'Est, un cyclisme très important qui dominait à l'époque le monde du cyclisme amateur. C'était des professionnels déguisés, des athlètes d'État en vérité. Et ça a été le début de ce mouvement de mondialisation du cyclisme. On les évoquait tout à l'heure. Comment est-ce que les coureurs ont évolué ? Ils ont évolué avec leur temps, avec leur époque. Les vélos, si on voit les photos de décennie en décennie, on voit bien l'évolution du matériel, qui n'est pas toujours d'ailleurs au niveau de la sécurité. Parfois, la sécurité paie un lourd tribut à la performance. C'est surtout les méthodes de préparation, d'entraînement qui sont vraiment... aujourd'hui, le coureur a beaucoup les yeux fixés sur son capteur de puissance, presque sur ordinateur quand même. Des données qu'il n'avait absolument pas à l'époque, dans les années 50, dans les années 60. On parlait de ces clous jetés pour ralentir un coureur, de ces coups de gourdin. Mais en fait, la plus grande des irrégularités aujourd'hui, c'est le dopage. Oui, je pense que le dopage a toujours existé, pas seulement dans le cyclisme, mais dans tous les sports. Le cyclisme se trouvait un sport d'endurance, donc soumis à cette tentation du dopage, bien entendu. Il a vécu des années noires, et il n'y a pas si longtemps, les années 90 et 2000 ont vraiment été marquées par ça, ce qui fait que... On voit derrière vous peut-être celui qui a le plus pourri, abîmé le Tour avec ses histoires de dopage. Voilà. Alors, il y a l'affaire Festina aussi quand même. Maintenant, c'est évidemment très difficile pour le Tour, pour le maillot jaune, pour le porteur du maillot jaune, c'est comme ça fait partie du fardeau de traîner ce lourd passé. Il y a l'affaire Festina, qu'on comprenne bien aussi, il y a le dopage sanguin. Et ça, pour vous, c'est le plus terrible parce que c'est celui qui permet à n'importe qui, en somme, quasiment n'importe qui, de pouvoir booster ses capacités. Le plus terrible aurait été le dopage mécanique, c'est-à-dire... vélo électrique. Il y a eu la suspicion de moteur dans le vélo à une certaine époque. Il n'y a pas eu de preuve formelle, mais le dopage sanguin, le dopage a sans doute toujours existé, pas seulement, encore une fois, dans le cyclisme et dans le Tour de France. Le dopage sanguin, effectivement, a permis à des coureurs
qui n'avait absolument pas la valeur de remporter le Tour de France, de pouvoir rêver, en tous les cas, de le gagner. Vous le disiez, c'est vrai que le cyclisme a souffert de son image de dopage, mais a été l'un des premiers sports à prendre le problème à bras-le-corps. On sait que pour 2025, il y a des mesures impressionnantes qui ont été mises en place. Est-ce que malgré tout, le cyclisme, le Tour de France sans dopage, c'est possible? Non. Je vais vous répondre. C'est pas la longueur ou la difficulté des étapes, c'est pas le Tourmalet, ce sont pas les Alpes qui font le dopage, c'est l'appât du gain, ce sont les enjeux. Voilà. Je peux pas vous dire aujourd'hui s'il y a moins de dopage qu'il y en avait hier ou avant-hier. Ce sont les enjeux qui font le dopage. Vous diriez, pour conclure, que le Tour de France est la plus grande course cycliste au monde? Oui, et comme je le répète, c'est bien plus que ça. C'est une fête, c'est constitutif du pays. En 40, il n'y a pas eu de Tour de France, parce qu'il n'y a que les guerres qui arrêtent le Tour de France. Mais à Radio Londres, ils avaient imaginé, ils racontaient chaque soir une étape virtuelle du Tour de France. Voilà. Et on ne l'a pas dit, c'est vrai que ça rassemble toutes les classes de la société. Absolument. On parlait de son aspect populaire, mais qui rassemble malgré tout toutes les classes Absolument. de la société. Je vous remercie beaucoup d'être venu. Philippe, vous nous parler du Tour de France. Voilà, on voit à l'image votre livre. Je renvoie à ce livre parce qu'il y a énormément d'anecdotes à l'intérieur. Merci beaucoup.